gestion et le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement. Bienvenue à tous sur Kavi Média, sur le unique média de développement en République de Guinée. Merci de nous retrouver sur cette chaîne. Merci de nous écouter à la radio. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner de Kavi Média, qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure. Au menu de ce matin, le calendrier scolaire connaît cette année un changement majeur. Alors que la rentrée avait lieu en octobre les années précédentes, elle est avancée cette fois au 15 septembre. Une décision prise à seulement une semaine du référendum constitutionnel, il faut le rappeler. Selon le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, cet ajustement vise à réorganiser le calendrier scolaire. Mais cette nouvelle date soulève déjà des inquiétudes, notamment chez les parents d'élèves et plus particulièrement dans les établissements privés. On en parle dans la première partie de cette émission, le scanner. Dans l'actualité économique, les prix du minerai de fer enregistrent une forte hausse, une évolution survenue après l'annonce faite ce samedi par Rio Tinto. Le géant minier a suspendu ses activités sur le site de Simandou à la suite du décès d'un travailleur sous-traitant. Un drame qui intervient alors que la Guinée s'apprête en novembre à lancer l'exploitation. Ce lundi, les cours du minerai ont bondi avec des hausses comprises entre 1,5 et 1,56% à la bourse de Dalian en Chine et à celle de Singapour. Si cette tendance se maintient, cela pourrait représenter une véritable aubaine pour l'économie guinéenne. Plus d'explications à suivre dans cette émission. Et puis au Sénégal, c'est un tournant politique à Dakar. Après plusieurs mois de feuilleton politico-judiciaire, la capitale a enfin un nouveau maire. Ce 25 août 2025, le conseil municipal a élu Abbas Fall, actuel ministre du Travail et membre du parti au pouvoir, le PASTEF. Mais l'affaire est loin d'être terminée. Ce lundi, la Cour suprême examinait encore le recours en référé de Barthélémy Diaz, le maire déchu, qui conteste sa destitution. Sommes-nous enfin au bout de ce imbroglio judiciaire qui dure depuis de longs mois? Analysé, décryptage à suivre également. Au Mali, un rebondissement judiciaire relance le débat à Bamako. Le tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako a ordonné ce 25 août le sursis à exécution de la décision prise par les autorités de transition le 13 mai dernier. Une décision qui avait alors entraîné la dissolution de l'ensemble des partis politiques et organisations à caractère politique sur toute l'étendue du territoire national. Cette suspension temporaire fait suite à une saisine du tribunal par les avocats des partis concernés, marquant ainsi un ralentissement significatif dans la mise en œuvre d'une mesure fortement contestée. Mais les autorités de transition vont-elles faire marche arrière sous la pression juridique? Quelques éléments de réponse à suivre dans la dernière partie de cette émission, le scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement.
Merci de nous pratiquer sur l'ensemble de nos plateformes. Merci de votre fidélité. Si sans maintenant, vous nous rejoignez dans cette émission ici avec moi autour de moi, les débatteurs de chaque matin. Yaï Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Yamoussa Cheikh Kamara. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. On commence par vous Yamoussa Cheikh Kamara. On parle de ce calendrier scolaire guinéen qui subit un changement cette année alors que la rentrée s'effectue habituellement, il faut le rappeler, en octobre. Elle est désormais avancée au 15 septembre. Une rentrée programmée, précision importante, à une semaine du référendum constitutionnel, ce qui ne manque pas de faire réagir des citoyens, des parents d'élèves et autres observateurs. Mais cette question, pourquoi ce changement maintenant? Quel impact sur les établissements, surtout privés? Analyse avec vous. Alors justement, il faut d'abord rappeler que cette suite à une réunion de cabinet que le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a décidé de faire l'annonce concernant la rentrée scolaire session 2025-2026. La date premièrement qui a été choisie, c'était la date du 25 septembre prochain. Contre toute attente, à la dernière minute, on est revenu pour nous dire non, la date du 25 septembre n'est plus à l'actif. Donc, on nous a sorti la date du 15 septembre. Confusion. On ne sait pas, on se pose des questions puisque ça fait le débat dans la cité. Il faut quand même le dire que c'est une première. En Guinée, nous avons mis le cap sur le mois d'octobre habituellement chaque année. Contrairement peut-être à l'année scolaire 2024-2025 où on a connu la rentrée scolaire à partir du 25 septembre. Ça c'était la session 2025 naturellement. Mais ce qu'il faut dire par rapport à cette fixation de date au 15, est-ce que le département dirigé par Jean-Paul Sédi a eu à concerter tous les acteurs de la chaîne? Ce sont des interrogations entre autres que se posent les observateurs, les acteurs éducatifs, puisqu'il faut le rappeler chaque année que Dieu fait, avant l'ouverture des classes, nous assistons toujours à la tenue par le département en charge de l'éducation d'un atelier préparatoire de l'ouverture qui fixe les principes et les règles. Et cet atelier principalement a deux objectifs. D'abord, premièrement, c'est assurer le déroulement correct de l'année scolaire, et cela au plan pédagogique, administratif, matériel, mais aussi de gestion. Deuxième objectif de cet atelier, naturellement, c'est d'assurer une meilleure planification et aussi une bonne coordination des activités de l'année scolaire. Et cet atelier permettait à tous les acteurs du département non seulement de tirer des leçons de l'année, mais aussi de résoudre les problèmes qui ont été posés. Et également, cela permettait de définir un dispositif de suivi et de performance des élèves en classe intermédiaire et aussi ceux en classe d'examen. Ça mettait en place également le contrôle et le suivi des enseignants, des animateurs et encadreurs. Et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que toutes les dispositions sont prises pour une rentrée scolaire réussie le 15 septembre 2025 en République de Guinée? Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui nous sommes le 26. Donc 2 semaines seulement nous séparent de cette rentrée scolaire. Justement, donc ce sont des questions que les uns et les autres se posent. La date du 15 septembre certainement a des avantages. On va les rappeler, on va les soulever tout à l'heure dans cette émission, mais aussi ça a des conséquences négatives. Alors on se demande, est-ce que la fixation de cette date au 15 septembre prochain est bien réfléchie? La réponse, c'est à la fois oui et non. On va parler d'abord des conséquences positives. Potentiellement, la durée de l'année scolaire, par exemple, l'objectif principal de cette décision, il faut quand même le signaler, est de permettre aux élèves de bénéficier de 9 mois complets de cours plutôt que les 8 mois habituels qui ne permettaient pas de couvrir l'intégralité des programmes. On a également ce qu'on appelle l'alignement régional, c'est-à-dire
Fixer la rentrée en septembre permet naturellement à la Guinée de s'aligner sur le calendrier de la sous-région, facilitant ainsi les échanges et la standardisation des programmes forcément. Il y a aussi une meilleure planification derrière qui est aussi collée à cette décision, car l'objectif est de rendre l'année scolaire pleine et efficace en évitant ainsi les retards et les rattrapages des programmes, puisqu'on le sait souvent avec la date du 3 octobre et souvent la date du 25 septembre, souvent la Guinée se retrouve en retard, puisque à chaque fois qu'on essaye de balancer un peu dans le programme, ça nous rattrape de l'avenir. C'est ce qui fait que à l'approche souvent des examens nationaux en République de Guinée, on voit que les cours ne sont pas exécutés à 100%. Parfois on est en retard et cela suscitait pas mal de problèmes à ces administrateurs des écoles, notamment les DCU ainsi que les directeurs d'école, entre autres à l'intérieur du pays. Mais donc, aujourd'hui, la date est fixée, ce sont des conséquences positives. Mais il ne faut pas également occulter derrière les conséquences négatives de cette décision. Alors, il y a des défis, par exemple, des difficultés d'accès. Il faut comprendre, Abdallah, que la date du 5 septembre aujourd'hui coïncide non seulement du 15 septembre, je dis bien sûr, coïncide avec la saison des pluies intenses en République de Guinée, et ce qui va rendre naturellement l'accès aux écoles difficile, voire impossible même pour les élèves habitant les zones rurales ou éloignées et parcourant de longues distances. Il y a la préparation également des familles, puisque c'est aussi une autre chaîne importante dans le système éducatif du pays. À chaque rentrée scolaire. Un système, il faut le rappeler, dominé par le secteur privé. Par le secteur privé, on en vient. D'accord? Les familles aussi, les parents d'élèves, je veux dire, sont aussi concernés dans cette décision. Puisqu'à chaque fois qu'il faut fixer une date, il faut essayer de faire une rétrospection, essayer de voir la conjoncture et voir le niveau d'anticipation des parents d'élèves, puisque la plupart aujourd'hui des enfants, des élèves guinéens fréquentent les écoles privées. En tout cas, les 70%, s'il faut dire, pour ne pas abuser en termes de statistiques. Et donc, des préparatifs ou des préparations des familles, puisque la rentrée précoce annoncée tardivement peut surprendre aujourd'hui les parents qui n'ont pas eu le temps de préparer leurs enfants, eux, de se procurer le matériel scolaire. On sait, même avec naturellement le 3 septembre, à chaque année, à chaque rentrée scolaire, les familles se plaignent, les parents d'élèves se plaignent, non seulement de la cherté, de la non préparation, de la cherté des coûts, en tout cas des prix de fourniture scolaire, entre autres. Peu importe la date qu'on fixe ici dans ce pays, ces familles ne sont jamais prêtes. Alors, on a le coût également de fourniture scolaire. Donc, les prix du matériel scolaire ont tendance aujourd'hui à augmenter, ce qui pourrait présenter un autre fardeau supplémentaire pour les familles face à une rentrée anticipée. Il faut également signaler que la date de la rentrée risque de peser lourd sur les élèves aussi des zones rurales, creusant les inégalités d'accès à l'éducation et affectant l'équité de tous les élèves. De l'autre côté, il y a les enseignants aussi qui sont visés parce qu'il y a une sorte de préparation des cours. Habituellement, c'est une question d'habitude. Souvent, la date... Parce que quand même, il y a un décalage entre la rentrée administrative et celle scolaire. Et celle scolaire. Pour cette année, la rentrée administrative, elle est fixée le 8 septembre. La rentrée scolaire, le 16. Donc, une semaine seulement leur sépare. Vous allez voir un peu le petit décalage et le petit souci que le corps enseignant va être confronté. Donc, il faudra également assurer pour ces enseignants une bonne préparation du corps enseignant naturellement, et qui doit également s'adapter à ce calendrier plus long et plus intense. Et donc, la rentrée scolaire du 15 septembre en Guinée pour l'année 2025, pour la session 2026,
bien que visant à garantir 9 mois d'enseignement effectif et à synchroniser avec les pratiques régionales, soulève aujourd'hui, il faut le dire, des défis tels que les difficultés d'accès pour les élèves venant des zones reculées à cause des pluies intenses, le manque de préparation des parents, le coût des fournitures scolaires qui pourraient affecter l'équité et la réussite de l'année scolaire. Est-ce qu'il y a eu des consultations préalables, puisque j'ai commencé par le dire, mais pour cette fois, cette rentrée fixée à la date du 15 septembre fait qu'il y a depuis sa date de fixation hier dans la soirée, ça fait grincer les dents, en tout cas du côté des parents d'élèves, et derrière on a aussi des promoteurs d'écoles privées. Voilà un autre pan très important, j'allais rappeler. Et qu'il ne faut pas occulter. Et donc, parce qu'on sait qu'à ce niveau-là, il y a une question d'inscription et de réinscription. Et forcément, et quand on fixe la rentrée à mi-septembre, comme ça, à partir du 15, ça veut dire que les parents d'élèves préalablement confrontés à non seulement payer les fournitures scolaires, on a cité un peu toutes les difficultés auxquelles ils seront confrontés avec cette date, vont être confrontés également à ce problème de paiement des frais de scolarité. Et puisque les écoles privées, il faut non seulement prendre en charge la situation des enseignants également, et donc ce que payent les parents d'élèves, c'est ce que donnent également la plupart des écoles. C'est ce que les promoteurs utilisent comme salaire pour ces enseignants. Donc de facto, de part et d'autre, il va y avoir un problème. Est-ce que les parents d'élèves vont payer l'intégralité du mois? Et on sait qu'à chaque année, ça fait de bruit. Si en tout cas, on ne commence pas par le début du mois, ça va être compliqué pour ces parents d'élèves qui tirent d'ailleurs le diable par la queue de supporter le coup. Il faut également faire jeter un regard panoramique sur la situation conjoncturelle du pays. Aujourd'hui, dans les banques primaires, il y a un problème de liquidité. Dans la cité, il y a un problème de liquidité. Même chez les opérateurs de monnaie électronique, aujourd'hui, on est confronté à tout cela. Ce qui veut dire que tout va surtout à Conakry, dans le Grand Conakry. Mais oui, à Conakry, dans le Grand Conakry. Et c'est une crise d'ailleurs qui frappe tout le pays. Ce n'est pas seulement à Conakry, dans le Grand Conakry. À l'intérieur du pays également, je parle de constance, quoi. Voilà, ça fait des éclats. Et donc, de l'autre côté, ça veut dire que tout cela va s'appesantir sur les parents d'élèves, puisque c'est la première chaîne de ce système-là. Alors, les fournitures scolaires, on va être confrontés à les payer de façon prématurée, alors qu'on n'est pas préparé à cela, puisque le 15 septembre quand même... Parce qu'on a moins d'un mois. Le 15 septembre, on a moins d'un mois, donc on a pratiquement devant nous 2 semaines, pratiquement devant 2 semaines, quelques jours. 2 semaines et quelques jours. Alors, avec ce manque de liquidité dans la cité, ça va être un problème pour ces parents d'élèves de supporter le coût. Donc, le ministère de l'administration du territoire, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation devrait normalement réfléchir par rapport à tout ça pour fixer la rentrée scolaire à la date du 15 septembre prochain. Oui, autre pan, tu l'as déjà rappelé, on parle des promoteurs d'écoles privées. Aujourd'hui, tout le problème se situe également là, parce que le parent d'élève qui doit payer le mois de septembre dira non, je vais attendre à ce que le mois d'octobre arrive. Sauf que dans certaines écoles privées, aujourd'hui on parle de paiement par tranche. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait retard. Parce que c'est le retard que veut combler le ministère de l'administration tu me prends le ministère de l'enseignement universitaire et de l'alphabétisation. Donc on comprend pour rattraper ce retard. Donc l'objectif final, c'est de rattraper un retard et de ne pas en créer d'autres. Avec cet état de fait
et tout ce qu'on connaît comme réalité dans le secteur éducatif, aujourd'hui, il faut quand même se poser ou s'interroger sur un certain nombre de questions. Tu l'as déjà fait avec les promoteurs d'écoles privées. On sait qu'il y a certains fondateurs d'écoles privées qui n'acceptent pas de payer la mi-mois, il faut le dire. Oui, la moitié du mois n'est jamais payée dans certaines écoles, même à travers, avec le mois de juin, c'est véritablement un parcours du combattant. Aujourd'hui que l'école ouvre ses portes le 15 et que d'habitude en République de Guinée, sauf exception pour le système, les autres systèmes franco-guinéens, anglo-guinéens et autres, je ne sais pas comment ils qualifient tout ça, mais le système guinéen dans son entièreté n'ouvre pas les portes à la date prévue. Naturellement, quand je dis ouvrir les portes, oui, les enseignants seront là, mais les élèves ne viendront toujours pas, n'ont jamais, en tout cas, respecté ce calendrier. Surtout les premières semaines. Soit c'est une semaine de décalage pour les élèves, les apprenants, ou 2 semaines de décalage. Donc aujourd'hui, le ministère veut se battre à combler ce vide. Donc on se dit, s'il y a un retard d'1 semaine, le parent d'élève va payer. Donc le plus grand perdant, c'est le parent d'élève. S'il y a 1 semaine de retard et que le parent d'élève ne vient pas et que l'élève n'est pas en classe, l'élève ne va pas suivre. Combien d'élèves vont alors profiter de ce retard qu'on veut combler? Tu l'as dit, est-ce qu'il y a eu quand même une réunion, une session préparatoire pour en tout cas analyser avant de fixer cette date? L'année dernière, on comprenait un peu, c'était le 25. 1 semaine avant, il fallait laisser du temps aux parents, mais on sait comment les choses se sont passées. Aujourd'hui, on prend de court les parents d'élèves en moins de 2 mois. On veut que les portes s'ouvrent. Est-ce que les écoles publiques sont préparées? Il ne faut pas s'accentuer seulement sur Conakry. Et le Grand Conakry, tu l'as aussi dit, il faut aller à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, est-ce qu'à l'intérieur du pays, les classes sont aujourd'hui prêtes à recevoir ces élèves? Est-ce que le ministre a eu des réunions préparatoires avec les DPE, les DSCE, les DCE? Voici quelques questions aujourd'hui qui restent sans réponse et peut-être que le ministère va apporter d'amples réponses, mais je pense à un certain moment il y a des questions qui se posent parce que la Senamsco s'est terminée quand? C'était ce week-end. Ce week-end, donc le ministère était beaucoup plus focus sur la célébration du mérite scolaire. Comment et pourquoi cette décision maintenant? Et l'autre pan, ce sont des élections. On a les élections 1 semaine avant. Les élections sont prévues le 21. Nous sommes en République de Guinée, connaissant les réalités sur le terrain. On a 1 semaine. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de laisser après ces élections et ouvrir? Est-ce que le ministère, est-ce que on reste quand même dans des questions? Mais à Moussa Cheikh, il est temps pour nous d'attirer l'attention du ministre et de le rappeler qu'on a 1 semaine des élections le 15. Et justement, et l'autre point également, le même mois de septembre, il y a une manifestation des forces vives aussi. Qui se tient avant le 5. Voilà. Des manifestations. Voilà, c'est parce que c'est une série de manifestations. Ça commence à partir du 5 septembre. Alors, 10 jours avant la date pour la rentrée scolaire, ce qui donne aussi à réfléchir de ce côté-là. Donc, toujours, vous l'avez rappelé, surtout les élèves qui sont, par exemple, dans les zones reculées à l'intérieur du pays. Et vous savez que c'est la période des vacances. Alors, si on casse le rythme de l'habitude, par exemple, la date du 3 octobre ou la date du 25 septembre, on casse le rythme aujourd'hui, forcément ça va répercuter sur ceux qui sont de l'autre côté, puisqu'il y a une sorte une sorte de fabrication qui est faite dans la tête des parents d'élèves. Tout le monde s'attendait à ce qu'on fixe la rentrée soit le 25 septembre, soit le 3 octobre comme d'habitude, et même avec cette date, vous comprendrez Abdallah que chaque année que Dieu fait, il y a des plaintes. Vous avez dit, l'habitude est une seconde nature de l'homme. En Guinée, à chaque fois qu'on fixe la rentrée scolaire, les premières semaines sont naturellement moroses, s'il faut le dire. Donc, une semaine, c'est à partir de la 2e semaine d'ailleurs que quelques élèves vont commencer à répondre, même quelques enseignants d'ailleurs. Puisque si vous venez en classe et que vous ne trouvez pas d'élèves, c'est que vous ne pouvez pas quand même vous confronter au mur. Vous ne pouvez pas dispenser des cours dans une salle vide ou au table-banc. C'est impossible. Donc, il faut dispenser des cours quand les élèves sont en classe. Alors, aujourd'hui, tous ces problèmes sont à énumérer. Peut-être ils se sont rattrapés puisqu'il y a eu une première fixation de la date le 25 septembre. Ils ont décidé de revenir un peu plus en bas pour nous dire non, le 15 septembre pour une histoire de rattrapage de temps perdu entre autres. Mais normalement, si vous interrogez également d'autres acteurs du système éducatif, les uns et les autres vont vous dire
que ce n'est pas une décision bien réfléchie. Si le ministère parle de question d'heures, moi je trouve qu'il fallait aller plus dans la réglementation des heures, parce que dans la plupart des écoles aujourd'hui, samedi, il n'y a pas cours. On a connu quand même des temps ici où nous, on partait le matin, on vient à la maison, on fait une pause, on se retourne à l'école. On a vécu ça ici en République de Guinée. Est-ce qu'il ne fallait pas ouvrir quand même ces pistes, même si entre-temps il y a quand même un manque de salles de classe. À l'intérieur du pays, il faut aussi penser à ça. Les parents d'élèves vivent grâce aux efforts des enfants, des apprenants qui doivent quitter l'école, aller au champ. On comprend tout ceci, mais il fallait quand même, ne serait-ce qu'ajouter 2 heures peut-être sur le système qu'on a, ou faire revenir les samedis intégralement dans le système d'enseignement, que ce soit dans les écoles privées ou publiques. Il fallait quand même revoir cela. Mais il y a également autre point, puisqu'il faut comprendre qu'à chaque année scolaire, il y a ce problème d'enseignants. Vous l'avez d'ailleurs rappelé. Et l'autre fois, on était là avec la coalition des enseignants non payés, les enseignants retenus, non retenus, et puis ceux de Conakry, la coalition qui a aussi menacé de boycotter la rentrée scolaire. Et vous savez, on se demande, est-ce que les autorités en charge de l'éducation ont pu s'entretenir avec cette coalition, puisqu'au-delà, vous l'avez dit, vous l'avez su, la menace qui a été faite ici par le coordinateur général adjoint de cette coalition, il nous a même dit que si rien n'est fait, les 10 000 enseignants qui ont été recrutés, c'est-à-dire les 10 000 contractuels qui ont été recrutés, les fonctionnaires locaux vont rejoindre le mouvement, vont entrer dans la danse. C'est ça la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Donc de part et d'autre, il fallait analyser tous ces pans-là pour fixer une date qui pourrait, en tout cas, qui pourrait être appréciée de tous, mais à cette allure-là, dans la cité, si nous regardons un peu les commentaires qui sont faits, ça et là, du côté des acteurs du système éducatif, on a comme l'impression que cette date n'est pas bien réfléchie. On a l'impression, et on reste dans la Guinée, dans cette impression. Après, il faut quand même réfléchir, forcément, avant on a notre réalité, des décisions. On va faire rapidement un tour de table en 1 minute. Oui, à Diallo, on a suivi avec beaucoup d'attention et les inquiétudes grandissent, il faut le rappeler, suite à cette annonce du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Justement, une annonce qui quand même soulève des contradictions dans les faits du département. Je crois que la rentrée scolaire doit pouvoir intégrer en son sein 3 ou des aspects, l'aspect social, l'aspect économique, mais surtout aussi l'aspect environnemental. Nous sommes dans une saison pluvieuse. Il fallait pouvoir attendre, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on a dû choisir les vacances pendant les mois de juin, juillet, août et septembre. C'est pour pouvoir minimiser les dégâts éventuellement pour les élèves guinéens. Ensuite, il y a le cadre social. Nous avons beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui sont en vacances, qui estimaient que justement les cours ne devraient reprendre qu'à partir du début d'octobre ou tout au plus à la fin du mois de septembre. Donc ils sont en vacances un peu partout. Il y a d'autres qui sont partis au village, il y a d'autres qui sont partis un peu partout à travers la sous-région pour pouvoir justement se reposer. Il y a l'aspect économique qui se pose là. L'aspect économique, c'est celui-là qui consiste à dire aujourd'hui nous sommes dans une situation extrêmement difficile, une situation de pauvreté, il faut le rappeler. Ajouter à cela aussi ce manque criard de liquidité. Donc comment les parents d'élèves peuvent en moins de 3 semaines pouvoir avoir tout ce qu'il faut en termes de fournitures scolaires, éventuellement faire face à la rentrée scolaire. Vous savez très bien que la rentrée scolaire, au-delà de ces fournitures scolaires-là, il y a d'autres écoles qui exigent, disons, la moitié de l'année en intégralité, c'est-à-dire que c'est par tranche que vous payez une première tranche, après au milieu de l'année scolaire vous payez l'autre tranche qui reste. Donc ça veut dire qu'il y a là un véritable problème qui se pose. Je ne sais pas si on réfléchit de l'autre côté pour pouvoir tenir compte de tout cela. On comprend bien le ministère, on veut entièrement consommer les 9 mois, mais la logique voudrait que antérieurement qu'on puisse aussi respecter disons les vacances de 3 mois. On n'est pas pleinement dans les 3 mois de vacances parce que c'est vers fin du mois de juin qu'on a terminé les cours. Alors donc ça veut dire tout simplement que si le département avait bien voulu que les 9 mois soient entièrement consommés au risque de ne pas terminer les programmes scolaires,
on aurait bien voulu que cela commence par les vacances, c'est-à-dire qu'on termine les cours ou les examens bien avant la fin du mois de juin. Cela, on pourrait bien être dans, disons, le délai escompté, mais tel n'est pas le cas. On ne sait pas qu'est-ce qui sous-tend ou qu'est-ce qui justifierait une telle décision, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est une décision qui risque naturellement de ne pas impacter, parce que nous savons en Guinée, ici, au-delà même de cette date-là qui semble être précipitée, même les dates normales qu'on a l'habitude d'annoncer ici, les élèves, les parents élèves restent, disons, jusqu'au moment où ils voudront aller à l'école pour pouvoir aller. Donc si on ne tient pas compte de tout cela, je pense que ça va être une annonce sans effet. Bien, sans effet, oui, Mohamed Lebas. Ça pourrait même être cela, parce que si vous regardez même la succession des événements durant le mois, disons, de septembre, vous allez comprendre que le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation se serait réellement trompé sur cette date-là, parce que déjà il y a eu... Trompé, on parle de documents officiels là. Non, mais si je dis, parce que déjà il y a eu cacophonie, quand même au départ on nous a annoncé que c'était le 25 et après on nous annonce que c'est le 15, donc ça veut dire que même à l'interne déjà il y a un véritable souci, et parce que si vous regardez aujourd'hui, moi je ne sais pas qu'est-ce qui empêche, disons, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation de donner ou de fixer la date c'est-à-dire la fin d'année scolaire, hein, parce que je crois que c'est mieux à la fin d'année, à la fin de chaque année, qu'on prenne l'initiative sur nous pour dire voilà, les cours vont redémarrer à partir c'est-à-dire soit mi-juin, mi-septembre ou bien début octobre. Je crois que c'est aussi simple, ça, à la fin de chaque année dans les pays normaux, c'est comme ça se passe. Après la proclamation des résultats des différents examens nationaux, voilà la nouvelle date, c'est-à-dire de l'année scolaire prochaine qui est, disons, automatiquement fixée. Mais chez nous, on attend pour prendre de pourvu des parents d'élèves. Je ne vais pas revenir sur tout cet aspect économique aujourd'hui. Nous savons réellement dans quelle situation nous vivons. Si vous prenez, il y a d'abord lundi 8 septembre, c'est bientôt, il y a la rentrée administrative. Le 15 septembre, il y a la rentrée scolaire. Du 15 au 19 septembre, il y a le début des inscriptions. De l'autre côté, le dimanche 21 septembre, c'est le vote, disons, référendaire. Et après cela, vous avez une cascade de dates, c'est-à-dire à travers lesquelles on se dit que c'est impossible même de tenir court, parce que déjà les gens n'étaient pas préparés. Vous allez comprendre aujourd'hui même à travers la réaction des uns et des autres, notamment même des acteurs du système éducatif, les gens ne sont pas du tout prêts pour cette date-là. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas la volonté, mais aujourd'hui manque beaucoup, notamment en termes de liquidité. Et le pays est aujourd'hui confronté à une situation économique très très aiguë, parce que même si les autorités à chaque fois caressent quand même, disons, la bête dans le sens du poil, il faut se dire que la réalité est là. Ce n'est pas caché. Il faut aller aujourd'hui à travers les banques, même pour ceux qui ont les moyens aujourd'hui pour accéder à ces différents, disons, à cet argent-là. C'est un véritable souci aujourd'hui. Je me dis qu'il faut qu'on s'adapte, parce que le monde évolue. Il faut qu'on évolue avec le monde. On ne peut pas être là à chaque fois, faire une sorte de tombola pour choisir la date de la rentrée scolaire. Il faut qu'on essaye de réglementer cela, que cela soit compris de tout le monde. À chaque fin d'année scolaire, il doit y avoir une nouvelle date qui est automatiquement fixée pour la prochaine rentrée scolaire. Je crois que c'est aussi simple que cela. Personne ne pourra dire qu'il n'est pas informé de la date. Personne ne pourra dire qu'on l'a pris à court, c'est-à-dire, disons, au dépourvu par rapport à la rentrée scolaire. Mais on manque de cette culture-là, et je crois que vraiment c'est important que l'État prenne, notamment le ministère de l'enseignement préuniversitaire, de l'alphabétisation, prenne en compte cela, parce que pour le moment, avec ce calendrier que nous voyons ici, ça va être très compliqué, parce que du lundi 8 septembre à partir de la rentrée administrative jusqu'à la célébration, disons, de la fête d'indépendance, il y a une cascade de dates, notamment pour les manifestations
manifestations, on n'en parle pas. Aujourd'hui, il y a assez de zones, disons, inondables à travers la capitale, par exemple. Et récemment, nous avons vu le théâtre des inondations à Sangaredi, et il y a aussi ici le cas de Sigiri. De Sigiri. Ça c'est, disons, dans l'arrière-pays. Hein. Ce n'est pas même à Conakry. Pour Conakry, c'est pire. Donc, il faut aujourd'hui prendre tous ces aspects-là en compte. Et là, il y a eu ces inondations-là, il y a eu assez de morts d'hommes. Et là, ce n'est même pas l'heure de, disons, ce n'est pas le moment scolaire, hein, il faut le dire. Et maintenant, et que la rentrée scolaire est fixée, on ne le souhaite pas, et que Conakry ou de fortes pluies s'emparent de la ville, je crois que des conséquences pourraient vraiment être fâcheuses. Il faut parfois refaire, peut-être que cette fois-ci ça va passer, la date est déjà fixée, ça va être très difficile pour le ministère de faire un rétropédalage, mais tout est possible, hein. Enfin, mais ça va être difficile, oui. Ça va être difficile, pas impossible, ça va être difficile, mais tout possible. Je crois qu'à chaque fin d'année scolaire, il faut se forcer et fournir un peu d'énergie pour fixer la rentrée, c'est-à-dire la nouvelle rentrée scolaire pour l'année prochaine. C'est aussi simple que ça. Tout le monde sera préparé et ça va être difficile d'assister quand même, disons, dans les salles de classe à des où situations il n'y a presque pas d'élèves. Nous sommes tous passés par là et nous savons réellement c'est à quoi ça ressemble. Ouais, ça ressemble. Et puisqu'on parle d'économie, nous allons nous tourner vers le secteur minier. Le minier de fer flambe sur les marchés internationaux. En cause la suspension des activités du géant minier, il faut le rappeler, Rio Tinto sur le site de Simandou après le décès tragique d'un travailleur sous-traitant. Les cours ont grimpé ce lundi de plus de 1,5% à Dalian et à Singapour. Question à présent, est-ce une opportunité économique à saisir pour la République de Guinée ou une instabilité inquiétante? Yalo. Les deux à la fois. Je crois que les prix du minerai, vous l'avez rappelé, de fer ont connu une hausse notable ce lundi-là. Et la cause, elle est connue. C'est parti d'une suspension liée à un accident mortel qui a causé, disons, la perte de la vie d'un employé de Simfer, une filiale de Rio Tinto, donc de Rio Tinto. Et finalement, on a décidé, justement, à la suite de ces décès-là, de suspendre les travaux sur le site. Selon nos confrères d'Economic Times. Alors, c'est une suspension qui a ravivé des craintes d'un possible retard dans le lancement de la production prévue pour le mois d'octobre. Vous vous rappelez très bien qu'il était convenu que le lancement de l'exportation de la toute première exploitation du minerai de fer de Simandou devrait être effectif à partir du mois d'octobre. Alors là, toute la crainte novembre, justement. Alors toute la crainte aujourd'hui était de savoir est-ce que ce délai va être, disons, respecté. Alors de l'autre côté, on tente de rassurer que oui, la date va être respectée. Alors le contrat des minerais de fer pour livraison en janvier, le prix échangé, il faut le rappeler, sur la bourse de matières premières de Dalian, on a rappelé, c'est en Chine, a enregistré une hausse de 1,56% pour s'établir à 781,5 yuan, la monnaie chinoise. Oui. Alors, la tonne métrique, pour ainsi dire, environ 109,7 $. Ce contrat a même atteint un pic à 780 yuan plus tôt dans la séance, soit le plus haut niveau depuis le 14 août. De son côté, selon la même source, il faut le rappeler, le contrat de référence pour septembre sur la bourse de Singapour a progressé de 1,5% pour atteindre 102,1 $ la tonne, après avoir touché un sommet de 102,95 $, plutôt que son plus haut depuis le 18 août dernier. Alors, cette flambée des prix reflète, disons, pour être plus comique, la nervosité du marché face à l'incertitude entourant l'avenir immédiat du projet Simandou, dont la première expédition du minerai est prévue pour novembre prochain, nous venons de le rappeler. Mais malgré les craintes suscitées par les acteurs du minerai, Rio Tinto rassure que le mois de novembre va être
respecté. Donc ça veut dire que c'est là la bonne nouvelle. Justement, c'est la bonne nouvelle. Malgré l'arrêt des travaux. Le délai sera respecté. Sera respecté. Maintenant, nous savons très bien que les premiers clients, pour le dire, c'est les États-Unis, c'est la Chine. Et nous avons vu comment tout cela a pu quand même basculer la bourse au niveau international. Nous avons énuméré quelques chiffres ici qui en disent long assez sur le fait que justement, Simandou est un élément fondamental aujourd'hui pour, l'économie minière mondiale, il faut le préciser. Maintenant, c'est à se demander, puisque là, nous parlons d'une fluctuation au niveau du marché international, est-ce que la Guinée, en dépit de toutes les difficultés rencontrées, de toutes les craintes, toutes les incertitudes au niveau international, peut pouvoir justement s'adapter à la situation, éventuellement avoir ce mot à dire par rapport à la fluctuation des monnaies au niveau international. C'est un cas particulier. C'est vrai que Rio Tinto tente à rassurer que la date indiquée va être respectée, mais c'est en cela que nous disons ici, le projet Simandou aussi, c'est cette possibilité pour l'État guinéen de pouvoir à un certain niveau se présenter face à un certain nombre d'incertitudes et d'avoir ce mot à dire. Parce que là, nous savons très bien que jusqu'à maintenant, là, c'est une des exigences les plus phares du CNRD, c'est de faire en sorte que nous ayons des raffineries de transformation en Guinée ici. Et c'est en cela que nous pouvons éventuellement élargir la chaîne de valeur, avoir beaucoup plus d'emplois et bénéficier immédiatement et directement de cette exploitation. Alors c'est là également, pas pour te couper, que je salue quand même le courage du président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, vous rappelez, lors d'une rencontre, a quand même exigé ou a insisté sur le fait que nos partenaires doivent faire un transfert de compétences. Accepter que tout se transforme chez nous avant la vente ou je ne sais quoi. Justement, c'est quelque chose de très fondamental. Le transfert de compétences liées à la technologie, bien entendu, puisque aujourd'hui, on ne peut pas en aucun cas procéder à l'exploitation ou à la transformation directe et sur place de ce minerai-là, sans pour autant que la technologie soit démise et apprise par un certain nombre de Guinéens. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, il suffit juste que vous échangez avec certains amis qui sont dans Simandou, ils vous diront que généralement, et la plupart des tâches les plus importantes sont exécutées par des étrangers. Je ne vais pas citer pour ne pas vexer qui que ce soit, mais ce sont des étrangers qui font, disons, les tâches les plus importantes. Les Guinéens sont là et c'est à peu près, ce sont des manœuvres pour ainsi dire. Alors, ça veut dire tout simplement que le travail doit être mené dans tous les sens. Premièrement, d'abord, permettre de maintenant, puisque ça a été quand même dit par celui qui pilote le projet, en l'occurrence Guy Badiakité. La première des choses, d'abord, c'est comment faire en sorte que les jeunes Guinéens puissent acquérir des compétences, éventuellement occuper des postes de responsabilité à tous les niveaux. Est-ce le cas maintenant? La réponse est naturellement non, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on est en train de recruter pour pouvoir former des gens au niveau de la Chine, au niveau des États-Unis, un peu partout à travers le monde? En tout cas, des gens qui ont de l'expérience et de l'expertise qu'il faut pour pouvoir permettre les Guinéens, au-delà de cette chaîne de valeur qu'on veut élargir, et de permettre les uns et les autres d'avoir ce qu'on appelle des emplois décents. Est-ce que les Guinéens sont à même aujourd'hui d'occuper un certain nombre de postes au niveau de ce projet-là? La réponse est naturellement non, et je pense que là, ce sont les autorités qui doivent pouvoir jouer leur rôle afin d'interpeller nos partenaires, puisque ce sont nos partenaires qui sont impliqués dans le cadre de cette exploitation-là, et de pouvoir faire bénéficier les Guinéens de ce transfert de compétences-là. Sinon, nous risquons de tout perdre, c'est-à-dire que de perdre les minéraux, puisque c'est épuisable, éventuellement de ne rien avoir au retour en ce qui concerne disons, les expériences ou les connaissances acquises dans le cadre de ce partenariat-là. Ça, c'est un élément très fondamental et qu'il faut notifier et qu'il faut signaler au plus haut niveau pour qu'on puisse en tenir compte. Jusque-là, au-delà de nos sociétés ou de certaines entreprises sous-traitantes au niveau de ce projet, il n'y a pas eu effectivement un grand pas vers ce qu'on appelle ce transfert de compétences-là. Alors, officiellement, nous n'en avons pas connu. Est-ce qu'officieusement, il y en a eu certains qui ont été, disons, choisis pour pouvoir aller se former dans ce sens-là? La réponse est non. Et nous avons eu des experts ici qui nous ont dit, effectivement, si ça continue comme ça,
en dépit de toutes les annonces qu'on a entendues issues de la part de nos autorités, de la part des spécialistes en question minière, la Guinée n'aura peu de choses dans le projet parce que tout simplement, nous n'avons pas les connaissances ou les compétences requises pour pouvoir justement participer sur toute la ligne, l'exécution de ce projet-là. Alors c'est un appel pressant qu'il faut lancer à l'endroit de nos autorités d'en tenir compte. Il faut pouvoir permettre les Guinéens. Nous en avons ici. On a des jeunes gens qui ont fait de formation au niveau de Bokeh, l'université de Bokeh, qui connaissent ce qu'on appelle, quelques études minières, géologiques, et qui n'auront besoin que quelques retouches pour pouvoir justement avoir le niveau qu'il faut et éventuellement occuper des postes de responsabilité pour qu'en fin de compte, la Guinée puisse doublement bénéficier de ces projets-là. Ça, c'est un aspect fondamental. Le deuxième aspect, ce qu'il faut signaler, c'est le 7e décès depuis qu'on a démarré ces projets sur le sud de Simandou. D'où le renforcement de la santé et sécurité sur le site. Justement, comment l'environnement sécuritaire est-il, établi au niveau du projet Simandou? Est-ce qu'on en tient compte? Parce que bien avant ces projets Simandou, nous connaissons sur plusieurs sites miniers ici des accidents mortels se font. Et puis, comme par enchantement, ce sont des Noirs seulement qui meurent. Et c'est à se demander, effectivement, est-ce que tout est pris en compte ou tout au moins des manœuvres. Oui, des manœuvres, mais j'ai dit... après, il faut éviter des termes. Non, mais c'est à se demander quand même. Oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Est-ce que ce sont ceux-là qui sont justement les plus exposés? Les plus exposés. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Bien. Et c'est des questions qui sont légitimes. Et je pense que tout cela nous renvoie sur le fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on accepte, il faut qu'on permette aux Guinéens de se former. Et là, le cadre doit être, balisé par les autorités afin que nous puissions aussi acquérir des compétences au même titre que les Chinois, au même titre que les Américains, au même titre que les Français. C'est possible. Vous savez très bien que bien avant que la Chine soit là où elle est aujourd'hui, tout ce qu'elle a pu avoir comme connaissance du point de vue technologique et technique, c'est parti des États-Unis. On a amené des jeunes Chinois là-bas pour se former. Et finalement, il y a ce qu'on appelle... Sauf qu'en Afrique, vous amenez quelqu'un pour se former, la personne ne revient plus. Justement. Mais là aussi, c'est le cadre qu'il faut mettre en place. Bien. Il faut le contrôler à partir d'ici et mettre tout, en œuvre pour que dès après la formation, que la personne puisse revenir. Je crois qu'on peut mettre ça en place, éventuellement permettre... Ou peut-être mettre plus d'accent sur les grandes écoles. Justement. Les grandes écoles en République de Guinée, faire venir des experts. Pourquoi pas, même si parce ça que coûte le cher. fait de les faire sortir, on voit qu'il n'y a pas de garantie. Tu suis quand même l'actualité. Aujourd'hui, c'est, je pense, la Belgique qui rencontre le ministre des Affaires étrangères parce qu'il y a une vague de Guinéens de ce côté qui sont sans papier dans des situations irrégulières. Mais c'est quand même déplorable pour la République de Guinée que des bras valides quittent le pays. Pendant la traite négrière, on déplorait le fait que nos grands-parents quittent l'Afrique pour aller servir les États-Unis. Aujourd'hui, quand je vois un Africain, ce ne sont pas des termes xénophobes, je donne de moi cette idée, mais quand je vois un Africain s'enorgueillir, deux fois je me dis, qu'est-ce qui se passe sur notre continent? Si on suit les traces de la Chine, je pense qu'on va s'en sortir. Si on suit bien les traces de la Chine, parce que la Chine a travaillé sur le long terme, pas sur le court terme. Vous l'avez déjà rappelé, amener des générations pour se former, revenir au pays, développer le pays. Mais en Afrique, le bémol est qu'on préfère servir dans des institutions internationales que de servir son pays. Quand on échoue au Canada, on revient pour dire qu'on est venu servir le pays. Tout à fait. C'est souvent avec des mots comme ça, pompeux, pour dire que c'est le patriotisme qui nous a amenés, alors qu'en réalité, c'est parce qu'on a perdu quelque part. Je crois que la responsabilité, elle est partagée à tous les niveaux. Le transfert des compétences ne veut pas forcément dire qu'il faut que des Guinéens s'exportent en Chine, aux États-Unis. On peut créer toutes les conditions, le cadre qu'il faut, mettre en place ici des grandes écoles et chercher des formateurs qu'on peut payer, il faut le rappeler aussi très cher, ça coûte très cher, mais je crois que il faut que c'est ça aussi l'État, il faut qu'on s'engage dans ce sens-là. C'est mieux que d'amener 30 personnes. Je suis d'accord. C'est moins coûteux que d'amener 30 personnes. Justement. Le coût pour 30 personnes et le coût pour un expert ou deux experts, moi je pense que ça peut aller. Il y a quand même un équilibre qu'il faille garder
pour éviter que cela arrive. Mais aujourd'hui, c'est quand même déplorable. Vous l'avez dit, il faut faire juste un déplacement sur le site pour comprendre ce qui se passe de ce côté. Si aujourd'hui, le gouvernement, c'est vrai que les autorités ont cette volonté de pouvoir aider les jeunes Guinéens, mais comment aider quelqu'un qui n'a pas le background, qui n'a pas cette compétence, la compétence requise? Voilà en quelque sorte quelques questions qu'on se pose. Aujourd'hui, quand on sait les réalités ici en Afrique, moi je quitte même la Guinée, où le bagage intellectuel n'est plus, comment je peux dire ça, mis en avant, mais plutôt les relations. Ce qui fatigue un peu le continent africain. Aujourd'hui, les autorités ont du pain sur la planche également. On parle du projet Simandou, on parle du programme Simandou. Un programme qui est polé au projet. Il faut le dire, ça c'est quelque chose qui est très important. Le projet minier est l'avenir du programme Simandou 2040. Ouais. Donc si le projet minier ne se déroule pas comme prévu, le programme ne se déroulera pas comme prévu. Justement, c'est le programme qui c'est comme en justice, la forme et le fond. Non, c'est le projet qui commande le programme. Sans projet minier, pas de programme. C'est le programme qui se greffe au projet. Bien. Et c'est après le programme que l'inspiration est venue pour dire, bon, on peut mettre en place aussi un programme. Il faut rappeler en ce qui concerne le programme, jusqu'à présent, les cabinets désignés à cet effet n'ont pas fini de finaliser tout ce qu'on est en train de chanter ici. Hein. Il faut le préciser jusqu'à présent. Alors, on verra bien ce qui va se passer, mais d'ici là, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est possible que des Guinéens puissent avoir des compétences requises pour qu'on puisse justement participer pleinement à l'exécution de ce projet. À force de me répéter, on en a connu au niveau du Rwanda par exemple aujourd'hui. Tout se passe avec les Rwandais en ce qui concerne l'exploitation minière de ces côtés-là. Est-ce que vous avez suivi le taux d'orientation au niveau de Bokeh? Bokeh, je pense que c'est la seule institution, si je ne me trompe, minière ici en République de Guinée, d'enseignement. D'enseignement. À part Bokeh, il n'y en a pas. Aujourd'hui déjà, moi je pense que c'est une erreur de nos autorités. Aujourd'hui, la Guinée est un pays minier par excellence, et même par aisance. Maintenant qu'on a une seule institution qui forme, là déjà c'est un problème. Et là aussi c'est la qualité aussi de cette formation. Et est-ce que tous les moyens sont là pour que nos universitaires qui sortent là-bas aussi soient beaucoup plus productifs? La question reste posée. C'est pour toutes ces raisons nous disons ici que il faut qu'on ait la volonté. Et vous savez très bien qu'il n'y a aucun développement qui s'effectue par le hasard. C'est par l'aléatoire ne développe pas. Je pense que les uns et les autres doivent pouvoir comprendre tout cela et intégrer tous les paramètres qu'il nous faut aujourd'hui pour que nous puissions bénéficier de ces projets-là, contrairement à ce que nous avons connu ici à travers des projets qui en réalité se sont révélés comme étant, disons, une sorte de... d'échec. Absolument, à tous les niveaux. C'est un échec lamentable, on ne le veut plus. Et à la limite, comme disait le professeur Alpha Condé, c'est du bradage. Et on n'en veut plus. Et en cela, pour que cela soit ainsi, il faut qu'on essaie d'intégrer un certain nombre de choses. Et cela suppose que aujourd'hui, la Guinée, à travers, disons, un certain nombre d'hommes qui sont impliqués dans le projet, doit pouvoir avoir le patriotisme, parce que le patriotisme aussi, c'est pas une chanson, hein, c'est une attitude dont il faut avoir. Il faut voir la Guinée d'aujourd'hui et celle de demain. Et profiter surtout de cette hausse spectaculaire. Justement. Il faut en profiter. Oui, il faut en profiter. Vous savez aussi, cela aussi dépend de notre position. Cela dépend aussi de la conclusion de ce projet. La convention qu'on n'a pas pu voir au grand jour, c'est tout cela aussi qui implique justement le niveau d'implication de la Guinée. Est-ce que nous avons, disons, tous les leviers aujourd'hui pour pouvoir décider à un certain niveau, ou est-ce que tout simplement c'est un projet dont on a des contours qui frisent ce qu'on appelle la tromperie, c'est-à-dire que ce sont des partenaires aujourd'hui, et nous savons très bien que nous avons suivi le grand intellectuel, l'éminent intellectuel Kémoko Touré, qui se pose la question si des Guinéens du 21e siècle peuvent accepter justement de signer un tel contrat avec des partenaires et toutes les conséquences qui vont avec. Et je pense que là, ça doit interpeller l'intelligentsia de notre pays pour que nous puissions rectifier cela maintenant. Et en tout cas, il faut féliciter ces autorités pour l'heure qui sont sur la bonne voie. Il faut le rappeler avec ce pourcentage quand même qui épate. En attendant de voir la suite, nous, on va en pause, en pub. Derrière, on se retrouve.
Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir, inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Cavi TV. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son goût. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires.
Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir, inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Merci à nos différents partenaires, merci à nous, aux annonceurs. Nous sommes dans la dernière partie de cette émission, deuxième et dernière partie, vous l'avez compris. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez. Vous êtes dans votre émission, le scanner de Kavi, qui vous parvient du lundi au vendredi, quand il est 9h, jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure. Nous prenons dans ce sens la direction de Dakar, où l'actualité politique s'emballe à nouveau, il faut le dire. Le 25 août, Abass Fall a été élu nouveau maire de la capitale sénégalaise, mais la Cour suprême est toujours saisie d'un recours en référé déposé par Barthélémy Diaz, l'ex-maire qui conteste sa destitution. Assistons à la fin d'une longue bataille judiciaire ou à l'ouverture d'un nouveau bras de fer politique avec vous, Mohamed Lebar. Il faut le dire que c'était quand même une bataille juridico- ou politico-judiciaire hier quand même pour le contrôle de la mairie de Dakar. Et 8 mois après, disons, la destitution de Barthélémy Diaz du poste de maire de Dakar, en conseil municipal, c'est quand même, disons, extraordinaire, il faut le dire, a été convoqué hier lundi 25 août 2025 pour quand même, disons, élire le successeur de Barthélémy Diaz, parce que depuis 8 mois, il faut le dire que c'était, disons, Ngone Mbengue quand même qui a su assumer l'intérim de ce côté-là. Et finalement, dans la même journée, la Cour suprême était quand même attendue parce qu'elle avait été saisie, disons, par Barthélémy Diaz pour se prononcer réellement sur ce conseil municipal extraordinaire, donc pour, disons, élire son successeur, la plus haute juridiction du pays qui a été saisie par l'ancien édile, qui espérait toujours, disons, être réinstallé dans ses fonctions. Il faut dire que ce recours a été, dans un premier temps, il faut dire que même si la dernière décision n'est pas encore, disons, tombée, il faut dire que ce recours a été rejeté et finalement c'est Fall qui est élu, disons, le conseil municipal s'est tenu et Fall a été élu, et disons, on ne dit pas à la majorité ou à la soviétique, mais il a quand même obtenu 49 des voix sur 88 si j'ai bonne mémoire. Et dans la mi-journée après ce rejet, le conseil municipal, donc c'était, disons, à l'hôtel de la ville à Dakar. Pour les résultats, il faut le rappeler, Abass Fall, candidat du parti, disons, des patriotes africains du Sénégal pour le travail et l'éthique et la fraternité, PASTEF, qui arrive en tête avec 49 voix sur 88 votes. Ses concurrents étaient notamment, je l'ai rappelé, celui qui assumait, disons, l'intérim jusqu'ici, Ngone Mbengue, coalition Tazavou Sénégal, si je le prononce bien, de Khalifa Sall, maire intérimaire de Dakar, qui a obtenu 30 voix. Il y a aussi Daouda Gueye, parti de l'unité et du rassemblement, avec 8 voix. Nous avons également Mohamed Massamba Sey, candidat indépendant, avec une seule voix. Donc c'est le visage, disons, de ce mini-scrutin, si on peut le dire comme ça, pour élire le maire de Dakar. Mais qui est Abass Fall? Sûrement vous vous souvenez de l'homme. Il était
Et jusque-là, il faut le dire, avec le gouvernement du Sénégal, il est le ministre de l'Emploi, du Travail et surtout aussi chargé des relations avec les institutions du Sénégal, en militant de longue date du PASTEF, le parti de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko. Il a déclaré après son élection quand même qu'il sera le maire de tous les Dakarois et de toutes les Dakaroises, promettant ainsi une gestion inclusive et surtout apolitique, parce que c'est entre guillemets le mot qui retient le plus, la gestion apolitique, ou la phrase quand même qui aujourd'hui reste sur toutes les lèvres, notamment politiques au Sénégal, parce que connaissant le passé ou la casquette politique de l'homme, jusqu'ici on le dit que c'était un fervent, disons, serviteur des deux, d'Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, il était un membre, disons, incontournable du PASTEF. Aujourd'hui, le PASTEF, quand même, pour la première fois arrive à avoir le contrôle de la mairie de Dakar. Donc on attend de voir ce que son règne va donner, mais il faut de l'autre côté dire que Barthélémy Diaz n'a pas encore dit son dernier mot. Oui. Il y a une autre décision qui reste encore pendante devant la Cour suprême et qui sera rendue sûrement en septembre. Donc il faut attendre encore, parce que cette élection fait suite à sa destitution. L'ancien maire Barthélémy Diaz en décembre 2024, et finalement il y a 8 mois depuis sa destitution. Et Barthélémy qui a été, disons, condamné dans une affaire qui date de 2011 où on parle d'homicide involontaire. Donc il faut dire qu'après cela, il avait été destitué par le préfet, disons, de Dakar. Donc aujourd'hui, Barthélémy, est-ce qu'il va, parce qu'il tente le tout pour être réintégré, pour reprendre fonction en tant que maire, il ne s'avoue pas encore vaincu et il se dit toujours être, disons, celui qui doit prendre les rênes. Peut-être il peut considérer cela comme une manœuvre politique. Oui, et évidemment, lui-même il parle d'un coup d'État institutionnel, et c'est ce qu'il dit, parce que Diaz a contesté sa destitution d'abord devant la Cour suprême, mais son recours qui a été vite rejeté le jour même de cette élection, disons, avec le conseil municipal. De l'autre côté, le processus s'est déroulé quand même sous haute tension, il faut le dire, parce que ça s'est passé sous disons, une surveillance policière et la supervision surtout du préfet de Dakar, dans un contexte de tension politique que nous connaissons aujourd'hui, parce que on ne dit pas qu'il y a une méfiance, mais entre les acteurs politiques, surtout pour ce qui est du cas précis de Barthélémy, il faut dire que ça en valait quand même, ça en valait la peine de prendre, notamment d'anticiper sur les choses, de prendre des précautions pour ne pas que ça dégénère, parce que ça pouvait arriver à tout moment. Nous connaissons Barthélémy pour ses sorties souvent, disons, polémiques, notamment sa prise de position et surtout aussi ses relations avec le pouvoir de Dakar aujourd'hui, qui est Barthélémy Diaz. Il n'est plus à présenter à qui que ce soit dans ce studio, je crois bien. Donc c'était quand même prévisible que, disons, cette surveillance soit quand même de mise pour permettre au conseil municipal d'élire c'est-à-dire le successeur de Barthélémy Diaz. De l'autre côté, il y a lui et ses supporters qui disent quand même qui qualifient la démarche, disons, de coup d'État institutionnel. Un autre recours est prévu donc le 18 septembre, c'est la date, devant la Cour suprême. Maintenant, pour les prochaines étapes, pour Abbas Fall, qui devra quand même gérer les défis urbains de Dakar, tout en consolidant naturellement la position du PASTEF aujourd'hui avant les élections locales à venir, parce que c'est quand même, disons, le souci majeur du PASTEF. C'est une première, et que quand même, disons, le parti de Diomaye Faye arrive quand même à avoir le contrôle de la ville, notamment la mairie. Donc c'est quand même un coup de pouce, il faut dire, politique, parce que on ne dit pas que ça pourrait mettre fin à ce timbogrio quand même politico-judiciaire, mais ça pourrait faire gagner notamment le parti naturellement en termes d'implantation à travers le Sénégal, parce que
et avoir avoir la capitale sénégalaise, je crois que c'est déjà beaucoup. C'est comme quand on parle des élections et que vous avez Kankan en Guinée et vous avez, disons, Conakry. Donc ça veut dire que vous êtes bien parti. Et l'issue du recours juridique de Barthélémy Diaz en septembre pourrait aussi influencer notamment la stabilité politique de la mairie, parce que si toutefois la Cour suprême arrive à donner raison à Barthélémy Diaz, cette élection qui marque ainsi un changement, disons, majeur dans la gouvernance pourrait éventuellement se révéler ou nous révéler une autre facette de tension politique. On ne le souhaite pas pour le Sénégal, mais pour l'air, il faut dire que ça reste en suspens. Et pour la décision de la Cour suprême, disons, ce sera un autre tournant décisif dans l'histoire politique du Sénégal. Forcément l'histoire politique du Sénégal qui va retenir cette date du 25 août, date à laquelle on le dit souvent que Barthélémy Diaz ou Abass Fall a succédé à Barthélémy Diaz dans des conditions aujourd'hui que déplore l'intéressé. On va voir suivre l'issue de la décision judiciaire. En attendant, Abass Fall va prendre la tête de la mairie de ce côté, du côté de Dakar. Et tu l'as déjà rappelé, ce qui est quand même un atout pour le PASTEF. Le PASTEF aujourd'hui qui cherche à mettre la main sur tout le pays, je parle du Sénégal. Et merci Mohamed. On se tourne maintenant vers... C'est fini ou tu veux ajouter quelque chose? Non, mais c'était juste la réaction de Diomaye Faye qui quand même, disons, souligne l'importance d'une gestion notamment axée sur le service public et le dialogue. Le dialogue peut-être avec qui? Le prédécesseur, on ne sait pas, mais il faut quand même dire que c'était une bonne nouvelle et pour lui, enfin ce duo qui est quand même au niveau, disons, qui est au pouvoir aujourd'hui au Sénégal. On parle de Diomaye Faye, on parle de Ousmane Sonko pour avoir... D'autres diront que c'est un duel désormais. Nous on considère que jusqu'à présent que c'est un duo parce qu'à travers les dernières sorties, ce qui s'est dit officiellement, pour ceux qui s'est dit officieusement on laisse tomber, pour ceux qui s'est dit officiellement on le saisit. Donc ce qui s'est dit officiellement, considérons que c'est un duo. Et pour cette élection d'Abass Fall, je crois quand même que c'est, disons, une aubaine pour ce duo-là, quand même pour se faire, disons, une implantation très solide à travers notamment le Sénégal et surtout y compris pour la ville de Dakar. Bien, Dakar, surtout capitale du Sénégal, il faut le dire, très important. Nous on se tourne vers un autre pays, mais cette fois c'est le Mali. Le tribunal de grande instance de la commune du district de Bamako a ordonné ce lundi également 25 août un sursaut à exécution de la décision prise par les autorités de transition. C'était le 13 mai dernier. Cette décision particulièrement controversée avait conduit quand même à la dissolution et à Diallo de tous les partis politiques et organisations à caractère politique sur l'ensemble du territoire national. Le jugement du tribunal quand même constituera un revers, soit judiciaire, peut-être important pour le régime militaire au pouvoir depuis plusieurs années au Mali, en attendant un éventuel appel. Mais aujourd'hui, est-ce que le pouvoir du Mali va accepter que cette décision passe? Ou tout au plus, est-ce que la justice malienne acceptera de dire le droit, tout simplement? Je pense que votre question elle est légitime parce que tout simplement on a tendance que la justice elle est à bien des égards dans plusieurs transitions, dans plusieurs pays sous transition. On a l'impression que la justice elle est téléguidée. Elle est unipersonnelle et que c'est quelqu'un qui décide qu'est-ce qui va être dit dans les tribunaux, dans les cours et tout ce qui s'ensuit. Donc elle est légitime. Et c'est en cela que nous disons ici, au-delà de ce que peut vouloir un homme, fût-il président ou ministre ou premier ministre, il y a la justice qui doit être indépendante vis-à-vis des pouvoirs, de tous les pouvoirs. Alors, ce sera le cas, on attend de voir. Vous l'avez rappelé, cette suspension est intervenue le 13 mai dernier, où on a, disons, dissous les 297 partis politiques sur toute l'étendue du territoire national, éventuellement toutes les associations et mouvements à caractère politique. Entre-temps, il y a eu des leaders politiques qui se sont constitués en collectif et qui ont désigné des avocats qui ont formulé une plainte ou des plaintes pour ainsi dire et qui ont déposé
au niveau des TPI de Bamako. Donc, de la commune 1 du district de Bamako. Justement, les tribunaux de première instance, on parle de 3 tribunaux différents qui ont été saisis à l'époque. Et la réponse, nous l'avons discuté ici, et finalement, c'est un rejet pur et simple de ces requêtes-là. Donc, finalement, ils ont interjeté appel. Je vais parler de ce collectif-là au niveau de la cour d'appel. Et je crois que c'est en ce niveau-là que le tribunal de grande instance du district 1 de Bamako, parce que ça semble très compliqué au niveau de Bamako aussi. Alors finalement, cette grande instance a décidé de recevoir la plainte de ces collectifs-là. Donc la recevabilité de ces plaintes, pour beaucoup de juristes, consiste à dire que déjà de facto, nous assistons à la suspension de cette décision. Mais on a été clair au niveau du tribunal de la grande instance de Bamako. Ils ont reçu la plainte, mais tout dépendra, disons, de la décision de la Cour suprême qui doit pouvoir justement, statuer là-dessus et voir justement sur, disons, la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité de cette décision, donc de ce décret, puisque c'est le décret qu'on avait attaqué, il faut le rappeler, qu'on a jugé illégal de l'autre côté. Et bien finalement, on verra bien ce qui va décider la Cour constitutionnelle, la plus haute instance juridictionnelle au niveau du Mali. Qu'est-ce que tout cela va se passer, et puis finalement on verra à ce que le tribunal de grande instance de Bamako va décider en ce qui concerne le cadre légal de cette décision. Mais d'ici là, pour certains, temporairement, on a redonné ce qu'on appelle la légalité aux partis politiques de pouvoir fonctionner jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle puisse statuer éventuellement sur l'inconstitutionnalité et la constitutionnalité de cette décision-là. On verra bien ce qui va se passer. Maintenant, pour revenir sur cette question que vous venez de rappeler à l'entame de cette partie-là, est-ce que la junte à Bamako acceptera que ce décret soit remis en cause à travers la Cour constitutionnelle? On attend de voir ce qui va se passer, mais tous est-il qu'aujourd'hui, le tribunal de grande instance a eu le courage de recevoir ce que les autres n'ont pas eu. Les autres ont carrément et purement et simplement rejeté donc les différentes requêtes. Et bien finalement, on a assisté à une recevabilité de ces requêtes-là. Le fond n'a pas été jugé, et je crois que cela appartient à la Cour constitutionnelle. Maintenant, sur la forme, déjà, le fait de recevoir, déjà, ça veut dire qu'on a accepté la forme de cette requête-là. On verra bien éventuellement qu'est-ce que tout cela va donner, d'autant plus que quelques partis politiques continuent déjà à rappeler justement les fondamentaux de cette, disons, de cette requête-là, et éventuellement le risque qui court le Mali quand on assiste à la dissolution de tous les partis politiques. Ça veut dire que c'est une pensée unique pour ces opposants-là qui est en train d'être instaurée au niveau du Mali. Et éventuellement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est la restriction drastique des droits et libertés fondamentales, et je crois que c'est ce qui est en train d'être, disons, admis au niveau du Mali. Au niveau des autorités, ce n'est ni plus ni moins. C'est un besoin d'une réforme institutionnelle et politique qui consiste à dire que nous avons trop assisté à un paysage politique trop fragmenté. Il faut mettre fin à cela. Et pour eux, pour mettre fin à cela, il fallait carrément procéder à la dissolution de plus de 297 partis politiques pour répondre aux besoins d'une réforme institutionnelle politique qui, selon la junte, s'imposait. Alors, nous avons vu ce qui se passe au Mali en ce qui concerne, disons, l'insécurité qui devient de plus en plus galopante. Donc, pour les autorités aussi, la priorité aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que ces fléaux du terrorisme soit endigué et éventuellement assister ou procéder justement à cette liberté politique-là. Donc là, ici et là, certains acteurs politiques, mais on verra bien l'un dans l'autre qu'est-ce qui va se passer, parce qu'aujourd'hui, tous les regards sont arrivés vers la Cour constitutionnelle qui doit pouvoir justement statuer dans les prochains jours. Oui, en attendant la décision de la Cour constitutionnelle, Yamoussa Cheikh Camara, il faut quand même saluer le courage de ces acteurs politiques qui n'ont pas baissé le bras. Mais également le courage
de certains juges qui peuvent dire la vérité, de toute façon. Ou le droit. Qui peuvent oser, qui peuvent dire le droit. Ça peut aussi être un piège. Hein? Mais ça peut être un piège, tout comme. Mais pour le moment, on espère que la demande a été déclarée recevable par ce tribunal de grande instance de Bamako 1. Naturellement, ce qui veut dire, contrairement à d'autres décisions de justice qui sont tombées, puisqu'on a vu le décret a été applaudi même par certains juges, s'il faut le dire ainsi. Alors si aujourd'hui ce tribunal de grande instance a décidé de déclarer recevable la requête faite par ces leaders politiques, on peut estimer aujourd'hui qu'en attendant la décision de la Cour suprême, que cette dissolution en partie, le verrou est levé, puisque ces acteurs ont été reçus par le tribunal et leur requête a été reçue également, a été déclarée recevable. Ce qu'il faut dire, depuis la décision du mai suspendant, comment dirais-je, du mai dernier qui concerne la dissolution naturellement de ces partis politiques, il faut quand même dire 297, c'est trop. C'est quoi l'objectif visé? Est-ce que c'est de naturellement tuer les voix discordantes la démocratie dans le pays? Parce que oui, les voix discordantes, les voix dissonantes, parce qu'aujourd'hui Assimi Goïta avait évolué en solo, pas d'opposant. Oui, il a quand même sa priorité. Hein. Voilà, pour étaler son agenda naturellement sans aucune opposition, ce qui fait qu'un pays, dans un pays démocratique ou qui se veut démocratique ne peut pas aujourd'hui évoluer sans une opposition, c'est-à-dire sans un contre-pouvoir. Ouais. Donc il faut ces contre-pouvoirs-là pour pouvoir faire avancer les choses. Alors aujourd'hui, on peut continuer à dire, contrairement à ce qui se passe avec beaucoup de juges, et naturellement, c'est une question africaine. Ce qui se passe en Guinée, ça se passe un peu partout ailleurs. Alors si derrière le tribunal de grande instance de Bamako 1 a décidé de recevoir la requête, et puis en attendant de voir quelle suite ça va donner à travers la Cour suprême, pour le moment, c'est une première victoire pour ces partis politiques-là, puisqu'il ne faut pas occulter le fait qu'il s'agit d'un décret présidentiel. Donc, c'est l'État qui a décidé de dissoudre ces partis. C'est pas facile pour n'importe quel juge de prendre une telle décision, puisqu'il faut le comprendre, l'Afrique c'est l'Afrique et son avenir peut en dépendre. Mais pour le moment, ces partis politiques peuvent bien se frotter les mains. Se frotter les mains. Mais comme vous le dites déjà, Mohamed Leba, en politique, rien n'est sûr. Hein, si tout n'est pas politique, mais la politique se mêle à tout. Ah mais c'est clair, parce que cette décision peut aussi révéler, disons, un autre visage très caché ou une facette, disons, que nous ne voyons pas. Et on parle d'une dissolution des partis politiques qui est suspendue par un tribunal. Il faut dire qu'il s'agit du tribunal de grande instance. Ce n'est pas le dernier ressort, donc ça veut dire que du politiquement correct, il faut encore revoir la stratégie, parce que au départ, si on parle de dissolution, peut-être aujourd'hui que ces formations politiques et leurs leaders peuvent se dire de se frotter la main, mais sauf que cela peut aussi s'avérer comme étant une manipulation politique. Aujourd'hui, et au Burkina Faso, et au Niger, et au Mali, c'est presque les mêmes réalités partagées en termes de dissolution des partis politiques, parce que si vous regardez aujourd'hui la cartographie des partis politiques à travers ces trois États du Sahel, vous allez comprendre que c'est les mêmes réalités et presque c'est le même avenir politique réservé à ces différentes formations-là. Pour ce qui est de la suspension, disons, de cette dissolution, on attendra peut-être de voir ce que la dernière décision va donner au dernier ressort. Pour le moment, ce n'est que devant un tribunal. Il faut se dire que la décision peut être cassée à tout moment au niveau, soit naturellement au niveau de la Cour suprême ou devant la Cour peut-être ça va être une première même qu'un tribunal quand même accepte tout ce qui est une requête des partis politiques, parce que il faut rappeler que ici la complexité même de cette actualité, c'est que c'est un décret.
Oui, effectivement, c'est pourquoi je dis que cela pourrait réellement s'assimiler quand même à une manipulation politique. Peut-être que pour dire non aux yeux du monde, il faut les laisser souffler. Il faut les laisser souffler, espérer, et puis après, derrière, on vient taper avec une force, c'est-à-dire même avec un revers de main pour se dire non, c'est fini pour ces formations politiques-là. C'était un décret à travers lequel décret, lui, pour dissoudre ces différentes formations politiques-là. Il y a eu des contestations naturellement, mais des dénonciations sur papier, parce qu'il n'y a presque pas eu de manifestations qu'on pouvait y attendre réellement pour contre-attaquer cette décision politique, cette décision, disons, du pouvoir de Bamako. De contestation en contestation, aujourd'hui on a pris quand même le courage avec les deux mains pour atterrir devant un tribunal qui aujourd'hui quand même d'abord dans un premier temps a reçu, c'est-à-dire l'affaire. Donc ça veut dire qu'il y a eu une recevabilité, et de l'autre côté c'est prononcé et on attend de voir. Je dis que c'est une décision judiciaire. Ça peut aussi en être là une décision rendue qui n'est jamais exécutée. On en assiste en longueur de journée dans les pays de la sous-région, des décisions en bonne et due forme rendues à travers les juridictions des pays concernés, et finalement des décisions qui ne sont jamais exécutées. Jamais exécutées. Il ne faut même pas aller loin pour se poser la question par rapport à cela. C'est pourquoi je dis que cela pourrait s'apparenter à une manipulation politique, et ça en a tout l'air. Et il faut attendre que la juridiction de dernier ressort se prononce réellement sur cette question-là, pour que moi j'y crois, afin que ces différentes formations politiques soient libérées de tout mouvement, de tout acte pour pouvoir organiser des activités. Parce que vouloir continuer dans ce sens-là avec la pensée unique, je crois que ça isole encore davantage le Mali, qui continue de réclamer tant une souveraineté assumée, alors que pour le moment ça n'en a vraiment pas l'air. Attendons de voir donc à la suite et le verdict. Juste une virgule, ce qu'il faut dire, c'est que pour justifier un peu cette dissolution, c'est putsch déjoué entre guillemets tout récemment au niveau de Mali. On a déjà commencé à désigner certains responsables politiques qui seraient des mèches avec les militaires. Donc ça veut tout dire. Oui, ça veut tout dire. On voit un peu là où Mohamed veut en venir. Ça risque de me donner raison. Il faut attendre la suite. Moi je dis une manipulation ou pas. Moi je dis quand même. Oui, comme c'est une bonne nouvelle. Il faut quand même être salué. Il faut s'armer du courage pour pouvoir contredire une décision étatique. Quand même, pas n'importe quel juge qui peut le faire. Étant donné que contrairement à beaucoup de décisions qui ont été faites. Oui, mais en attendant, on peut. La Cour suprême peut aussi lever le verrou sur cette décision. Tout est possible. Puisque au départ, le tribunal de grande instance a osé quand même recevoir la requête de ces partis politiques là, puisque ce qui est fait de bon, il faut quand même tirer un trait. Il faut vraiment le saluer. Mais c'est bien de douter. Ce que vous oubliez, c'est bien de douter. Ça peut être une manipulation. Je suis d'accord. Est-ce que le tribunal de grande instance avait quand même, disons, la possibilité de ne pas recevoir? Oui, justement. Oui. Il faut quand même dire c'est ce que je dis. Suite à un décret. Et donc, un décret pas n'importe lequel. Le décret, il est présidentiel. Vous ne voyez toujours pas où nous par un décret présidentiel, ça veut dire que le parti n'existe pas. Alors aujourd'hui, si la requête d'un parti qui est dissous, qui n'existe pas sur la carte, sa requête est déclarée recevable par un tribunal de grande instance, c'est à saluer. C'est à saluer. Dans les faits, c'est que c'est un pas. C'est un pas. Maintenant, Mohamed donne son point de vue. On ne peut pas. Voilà. Non, je suis en train de donner mon point de vue. C'est votre point de vue, voilà. J'ai posé une question que vous avez répondu et j'ai bien aimé. Encourager la Cour Pourquoi je le dis? Parce que vous savez, c'est-à-dire déclarer cette requête non recevable, ça pourrait aussi exposer, c'est-à-dire d'autres faits, c'est-à-dire judiciaires. Donc c'est pourquoi je dis que le tribunal de grande instance avait quand même tout intérêt de recevoir cette requête-là, de l'examiner. On attend de voir, c'est-à-dire au dernier ressort, ce que ça va donner. Pour le moment, moi je reste. Il n'était pas obligé. La nouveauté, c'est qu'il y a eu la recevabilité et c'est salutaire. Il est possible que la Cour suprême infirme cette. On verra bien. Décret étatique, mais Mohamed ne doit pas être un mauvais conseiller pour cette Cour suprême. On l'a compris. On encourage en parlant de manipulation. Allez, on va se calmer parce qu'il est déjà l'heure. La radio, c'est l'heure. Merci, Yaya Diallo. Merci, Yamoussa.
Cheikh. Le débat est roule à cette fin d'émission. Merci Mohamed Leba. Vous risquez de me donner raison. Merci quand même. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. Merci aux différentes équipes, à la régie, à la réalisation. Merci à toutes et à toutes. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Cavi TV, la télé du développement.